Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Dystopia. Aujourd'hui, pour ce nouveau contre-journal, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Ernest du journal Paris Vox, avec qui nous allons parler de Paris, des conditions de vie à Paris, de la politique de la mairie de Paris, ainsi que des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et bien sûr, nous ne pouvions pas faire une émission sur Paris sans parler de l'énième élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Jean Ernest, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. De rien et merci à vous surtout d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le journal Paris Vox, s'il vous plaît? Avec plaisir. Paris Vox est un média d'information alternative ou de réinformation selon les termes qu'on veut utiliser. On est une équipe de bénévoles autour de Xavier Aimant, qui est notre rédacteur en chef. Nous affirmons chez Paris Vox que l'information n'est pas neutre, mais que l'honnêteté, elle existe. En cela, je veux dire qu'informer, c'est choisir, et c'est ce que font l'ensemble des médias, ce dont on parle, ce dont on ne parle pas. Et donc, à Paris Vox, voilà, nous décidons de parler d'actualité parisienne. Alors, c'est une démarche un peu originale dans les médias alternatifs. Pourquoi avoir choisi de traiter l'information à l'échelle de Paris et non à l'échelle nationale? En fait, on estime que l'identité, qui est un thème qui nous est assez cher, s'exprime selon trois strates, trois divisions. Le niveau local, national et continental. Alors nous, on essaye d'agir au premier stade. On n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres médias comme ça. Alors certains médias régionaux parlent aussi d'informations internationales ou nationales, telles que Braise Info. Nous, on a décidé de rester au niveau local parce qu'en fait, les thématiques réellement parisiennes, on en parle assez peu dans les médias nationaux. Tous les médias sont situés à Paris, mais ils délivrent une information qui est jacobine, républicaine, mais assez peu parisienne. Et en fait, nous, on estime qu'il y a des choses à dire sur Paris, sur l'Île-de-France et sur ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant, selon nous, de parler de Paris, l'Île-de-France. On n'aurait pas forcément une plus-value sur une actualité nationale. Et des gens le font très bien. On peut penser à Média Presse Info, à plein d'autres, TV Liberté, même Braise Info. Des gens qui traitent le national, il y en a plein. Donc parler que de Paris, c'était un créneau qui nous semblait intéressant. À propos de Paris, que pensez-vous de l'évolution de la ville ces dernières décennies? Ben, c'est compliqué. Moi, je suis un vrai amoureux de Paris, mais Paris sans l'édit. Donc, bon, ça va être un peu pêle-mêle et fourre-tout, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Paris. À Paris, la dette explose. Ces dernières années, on a vu plusieurs milliards d'euros de dette, alors que quand Bertrand Delanoë a pris la ville, on avait à peine 1 milliard de dettes, un peu moins d'1 milliard de dettes. Maintenant, la dette est 30 fois supérieure, c'est délirant. Et c'est pas le seul problème. Les lobbies communautaires noyautent la ville. On voit la place prépondérante que prend le lobby LGBT, par exemple, à la mairie. L'écriture inclusive, ça fait forcément mal aux yeux. Et à côté de ça, on a une ville qui est de plus en plus à l'abandon. Le nord de Paris est sinistré. Les salles de shoot, les campements de migrants, la saleté. Rien n'est organisé pour que ça se passe bien. La mairie a réorganisé, sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, une réorganisation justement de tous les services de propreté. Et en fait, ça a totalement désorganisé le travail des agents. On a une police municipale qui vient d'être créée, quelque chose qui était attendu par les Parisiens, mais au final, c'est un organe du politiquement correct. Et même la communication autour de la police municipale, qui n'est pas armée, je le rappelle. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut des armes, mais bon, c'est quand même assez peu dissonant. Au lieu de mettre des PV, maintenant, ils vont agir pour le vivre ensemble. Donc, une utilité, somme toute, relative. Ensuite, on a une politique anti-voiture et écologique qui est en réalité une politique anti-pauvre et férocement antisociale. La zone à faible émission, c'est près de 30% du parc automobile lors de l'institution de ce... En 3 ans, on a 30% du parc automobile qui avait plus le droit de rentrer dans Paris et la petite couronne. On a une augmentation du parking, une privatisation des gens qui mettent les contraventions. On a une zone 30. En fait, on a vraiment une ségrégation anti-pauvre qui s'exerce. Au niveau de la politique en voiture, il y a pourtant des solutions qui pourraient exister, même qui ont été mises sur la table par des petits candidats lors de l'élection municipale. Par exemple, le transport par la Seine, la remise à plat des livraisons des restaurants et des supérettes dans Paris
pendant la nuit plutôt que le matin. Il y avait des choses qui ont été pensées, qui nécessitaient des études, de tout remettre à plat, de travailler différemment à Rungis peut-être, mais bon, on préfère taper sur les gens et puis mettre des PV. Pour finir, sur Paris, Paris actuellement hypothèque ses revenus de demain. C'est quelque chose qui est assez peu su, c'est qu'en fait la mairie encaisse l'ensemble des loyers des HLM qui est confié à des sociétés pour 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire que tous les loyers HLM sont payés par les sociétés de gestion pour les 50 années à venir. Donc, c'est autant de loyers qui ne seront pas touchés chaque année par la mairie et donc autant de revenus qui sont perçus en nombre aujourd'hui, mais qui ne seront pas perçus pendant 40 ou 50 ans derrière. Donc, en plus d'endetter la ville, la mairie hypothèque l'avenir de la ville en réduisant ses prochains revenus. Pour finir sur Paris et être un petit peu moins dans le politique, quoique Paris est un ghetto de riches qui est le territoire d'une nouvelle économie pour le pire, avec ces livreurs Uber Eats qui sont des zombies esclaves d'une économie de marché et avec des Airbnb qui provoquent une hausse des loyers qui empêche les Parisiens de pouvoir s'héberger à bon prix et les familles parisiennes de s'héberger. C'est un drame pour moi. Alors, je voudrais juste revenir sur un point que vous avez abordé dans votre réponse, celui des loyers HLM. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les sociétés qui gèrent les HLM à Paris ont payé pour 50 années de loyer à la mairie? Ça dépend des... Alors, parfois, c'est 30 ans, parfois, c'est 40 ans, parfois, c'est 50 ans. Ça dépend. C'est au gré à gré selon les contrats. En fait, les loyers, les HLM ont changé de main. À un moment, ils étaient propriété de l'État. Après, ils étaient propriété de la mairie. Et maintenant, ils sont propriété de sociétés d'économie mixte qui sont bien souvent en propriété de l'État et de la mairie. Et en fait, ces sociétés payent pour plusieurs dizaines d'années tous les loyers d'un coup à la mairie. Et c'est quelque chose qui a été remis en cause. Mais pour l'instant, c'est un système qui perdure. Cette demande de la mairie de Paris, c'était dû à quoi? À une dette, à un problème de Non, en fait, trésorerie? c'est une astuce comptable pour avoir plus de trésorerie. Et donc, ça dure le temps que ça durera. Bon, pour l'instant, vu que pour l'instant, ils sont encore en train de déléguer des nouveaux HLM, ça tient. Bon, ceux qui arriveront derrière ramasseront les pots cassés. D'accord, c'est une forme de, j'ose le terme, une sorte de cavalerie. Ouais, on peut parler de ça. Pour l'instant, le gouvernement Hollande avait forcément fermé les yeux dessus. En Marche avait dit qu'ils allaient arrêter ça, et un peu pour se venger de l'élection perdue. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Ça n'a pas encore été remis sur pied, mais je pense qu'un gouvernement sensé pourrait interdire ce genre de choses. Et ça viendra certainement. Alors, là, vous avez un peu parlé du bilan de notre très chère mère Anne Hidalgo. Oui, il a bien aimé. Elle a bien aimé. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'ensemble de son œuvre? C'est un drame parce que Paris, qui est une ville aimée et adorée et même fantasmée par les touristes, en fait, le bon bilan d'Anne Hidalgo, en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Alors, ce syndrome de Paris, c'est pas nouveau. C'est le syndrome de Paris, j'explique pour nos auditeurs qui connaîtraient pas, c'est une pathologie qui affectait au début seulement les touristes japonais qui venaient à Paris et qui se rendaient compte que Paris, c'était de la merde et c'était de l'insécurité, que c'était sale et que c'était pas Amélie Poulain et que c'était pas la carte postale ou les livres qu'on lisait jadis. Et en fait, ce syndrome de Paris qui était jadis seulement pour quelques touristes japonais et qui revenaient vraiment déçus de leur voyage, mais déçus et marqués et choqués. Et donc, c'est pour ça que ça a été étudié par des psys et tout. Et bien maintenant, en fait, ça s'étend à des millions de touristes, même des Français qui viennent, qui ont un rejet de Paris. Il y a toujours un rejet de Paris par les gens qui n'y habitaient pas, mais avant, c'était un rapport Paris-Province, Paris-Territoire, Paris-Région, on appelle ça comme on veut. Maintenant, c'est aussi un rejet, parce que Paris, s'en l'est dit, Paris est un bourbier, pour circuler, c'est très compliqué. Et oui, donc Anne Hidalgo, elle laisse un bilan terrible. Et puis avec, à côté de ça, un versant très idéologisé, des passages arc-en-ciel dans les rues, un centre des mémoires LGBT à Paris, le rachat, la mairie de Paris rachète des bâtiments ou préempte des bâtiments, des lieux des boîtes de nuit homosexuelles pour en faire des HLM en expliquant que c'est des hauts lieux de la culture parisienne. On parle de backroom, faut se détendre. Bon,
Donc il y a quand même des choses où voilà, la mairie poursuit, c'est très idéologisé. Euh, Combien de temps va durer la concorde parisienne? Là, actuellement, on ne parle pas du tout de politique municipale parisienne. Anne Hidalgo, elle est sur sa campagne. Emmanuel Grégoire gère les affaires et il gère plutôt moins mal parce que, justement, il ne faut pas faire parler d'Anne Hidalgo. Donc, du coup, on a tendance à faire moins de conneries et revenir à des choses un peu conservatrices, notamment au niveau du patrimoine. Après avoir fait n'importe quoi pendant des années, il commence à comprendre qu'en fait, Haussmann, c'était pas mal. Les fontaines Wallace, c'était joli aussi. Donc peut-être qu'on va revenir à des choses classiques plutôt que de mettre des choses qui ressemblent à du matériel de chantier ou du matériel qui puisse être amovible. Donc on revient un peu là-dessus actuellement, donc c'est tant mieux. Mais ce sera intéressant d'analyser qu'est-ce que sera le mandat d'Anne Hidalgo après l'élection présidentielle. Et je peux m'engager qui, je pense, elle va perdre. Donc qu'est-ce que ça va devenir Paris et quelle va être cette majorité municipale? La majorité municipale d'Anne Hidalgo, c'est des Verts, c'est des gens de gauche qui sont plus radicaux qu'elle, qui la tiennent pour beaucoup, donc je veux dire qui la tiennent pour faire voter les textes, j'entends. Donc est-ce que ces gens-là vont réussir à s'entendre? Est-ce que les Verts vont pas claquer la porte? On sait qu'il y a déjà eu des dissensions avec Alice Coffin notamment et d'autres élus écologiques. Est-ce que le reste du groupe vont suivre ces élus un peu dissidents? Pour l'instant, rien ne bouge parce que la présidentielle fait que tout le monde est sous cloche. Mais quand la présidentielle se décantera et que quand la gauche règle ses comptes, c'est toujours ça. Là. On l'a vu avec François Hollande qui n'a pas pu diriger la moitié de son mandat. Et encore, il a fait le mariage pour tous. Il l'aurait pas fait, je pense qu'il aurait été cloué au pilori par l'ensemble de sa gauche. Il aurait pas eu 70 députés frondeurs, il en aurait eu 150. Ça aurait été marrant d'ailleurs, mais bon. Je pense qu'on va analyser des choses marrant et dramatique, hein, j'entends. Mais je pense que ouais, Paris, ça va être intéressant à analyser. La fin du mandat d'Anne Hidalgo va pas ressembler forcément au début, et puis avec des marges de manœuvre financières réduites, la dette qui a explosé, la dette Covid aussi. Là, il va falloir maintenant songer à commencer à gérer la ville. Paris, qui était une ville qui n'était pas endettée historiquement, l'est. Et ouais, ça va remettre beaucoup de choses en place. Et tant mieux. Un autre point qui m'a marqué, c'est que Paris est en train de virer toutes ses classes moyennes et a déjà viré ses classes populaires. L'introduction du film Mon oncle de Jacques Tati, où on voit un homme sortir d'un quartier populaire au sens noble du terme, paraît dater de plusieurs siècles maintenant. Comment est-ce que vous expliquez cette politique anti-classe populaire et anti-classe moyenne de la ville de Paris? Est-ce que c'est dû à des ambitions électoralistes ou il y a quelque chose de plus profond, un véritable mépris du peuple parisien? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, Paris perd des habitants. Ça fait plusieurs années que Paris perd des habitants régulièrement. Chaque année, on perd des habitants. Donc, le premier phénomène, c'est le prix du mètre carré est hallucinant à Paris. Le prix du mètre carré est maintenant quasiment le même dans le 19e que le 15e. La seule différence, c'est que dans le 15e, trouver un appartement, c'est quasiment impossible. Donc, les gens se rabattent soit sur des arrondissements moins sexy d'abord, soit sur la petite couronne, Pantin qui est devenue, ou près Saint-Gervais, qui sont devenus des îlots bobos en Seine-Saint-Denis. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que il y a eu toute une politique de logement social à Paris et où on a mis des logements sociaux, notamment dans le 15-16 où il n'y en avait pas historiquement, surtout le 15e, pas trop le 16e encore. Et du coup, ces logements sociaux font qu'il y a des gens qui étaient préservés. Maintenant, s'écartent et on a eu ce phénomène tout le temps. Dès qu'il y a des logements sociaux, des gens qui ne veulent pas vivre à côté de logements sociaux. Mais je pense qu'il y a une politique qui est férocement antisocial et en fait antifamilial. Qui peut vivre à Paris avec des enfants en ce moment? C'est compliqué. À moins de vivre dans un logement social à Paris ou vivre dans un appartement avec de très gros moyens, une famille qui ne vit pas en HLM, et encore vivre en HLM, faut quand même trimer à côté, mais quelqu'un qui vit en travaillant à Paris avec des enfants, il faut qu'il ait un très bon salaire. Et je pense que ça, c'est au-delà de Paris.
je pense. Mais la ville ne fait rien pour ça. Il y a eu un projet d'encadrement des loyers qui, pour le coup, n'est pas forcément débile, mais c'est pas suffisant. Il y a quelque chose que proposait, pour le coup, le candidat de Changeons Paris, Federbush, qui était soutenu par le Rassemblement national, qui avait eu une très bonne idée, qu'il avait certainement piqué à d'autres personnes, notamment en Italie, qui était l'idée de faire accéder à la propriété les propriétaires des logements HLM. Et ça, c'est une idée que je trouvais très intéressante parce que en rendant propriétaires les gens des logements HLM, mais en fait, c'est une propriété entre guillemets limitée. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez de l'appartement, vous pouvez pas le revendre quand vous voulez. Il y a toute une série de clauses, mais ça vous engage et en fait, vous pouvez quand même le léguer à vos enfants, cet appartement. Et en fait, si vous devenez propriétaire de votre logement, ça règle aussi tout un tas de choses. Quand on parle par exemple des gens qui ne se soucient pas de l'entretien des HLM et tout, si demain ils en viennent propriétaires, ils auront peut-être intérêt à plus préserver leur logement social qu'actuellement. Donc il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément étudiées par la mairie. Après, oui, Paris perd ses classes moyennes, perd ses pauvres, parce que déjà, la première génération de gens qui sont partis, c'est les artisans. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu le nord de Paris. On avait le long du canal de l'Ourcq, le long du canal Saint-Martin, dans le Bastille, République, jusque dans le 19e à part de la Villette, tout ce long-là, on avait des artisans qui avaient des ateliers. Bon, maintenant, c'est devenu des lofts pour artistes, pour bobos, et il n'y a plus ces gens-là. Donc, déjà, c'était les premiers gens qui sont partis, mais ça fait déjà 15-20 ans qu'ils sont partis. Et en fait, maintenant, les classes moyennes partent soit parce que la ville devient sinistre, on ne s'amuse plus à Paris. Je veux dire, aller dans un bar, tous les bars ferment tôt. Bah déjà, aller dans un bar actuellement, moi, je suis pas allé depuis longtemps vu que je n'ai pas de passe vaccinal. Donc déjà, mais ça, je pense que c'est pour le coup, malheureusement, c'est un épiphénomène à l'échelle de ce qui se passe à Paris. C'est-à-dire que même ces gens-là ont des passes vaccinaux, mais sortir à Paris, tout ferme tôt. Bon, la lutte contre le tapage nocturne est d'une problématique que je comprends, mais quand vous vous installez dans une rue où il y a 20 bars de nuit, vous savez qu'il y aura du bruit dans votre rue. Et en fait, les bars ne sont pas installés du jour au lendemain dans la rue. Donc, et en fait, on a une population qui vieillit à Paris et qui n'accepte plus qu'on s'y amuse. La ville se muséifie. Et à côté de ça, on a quand même des salles de shoot. C'est-à-dire que bon, c'est là où on est dans un grand écart permanent, quoi. Et mais vivre à Paris, c'est devenu très cher. Et je pense que Airbnb n'a pas aidé. Hein, le fait de les logements touristiques explosent dans Paris sur l'île Saint-Louis. Non, l'île Saint-Louis et moins vrai sur l'île de la Cité, mais surtout sur l'île Saint-Louis, tous les logements, je crois que c'est 80% sont passés en Airbnb. Les hôtels qui étaient toujours pleins, bon, là on a une crise qui fait que les gens ne voyagent plus, mais malgré bien avant cette crise, les hôtels étaient vides parce que les gens, au lieu d'aller dans l'hôtel, allaient dans les Airbnb. Donc il y a une problématique aussi et qu'on peut appliquer aussi aux taxis. On voit que les taxis ont une vraie crise à un moment, un vrai appel d'air avec les Uber qui avaient en fait, qu'on libéralisé. En fait, tout ça, ça appauvrit tous ces artisans, quoi. Vous nous avez parlé des classes populaires et des classes moyennes virées de Paris. Vous nous avez parlé des artisans virés de Paris. Mais même si c'est une élection indirecte, il y a bien des gens qui votent pour Anne Hidalgo. Il y a bien des gens qui sont satisfaits du bilan d'Anne Hidalgo. Alors ma question, c'est à qui profite le crime? Ben, je pense que les gens déjà qui sont en logements sociaux et qui se font offrir des logements sociaux sont bien à Paris. Parce qu'un logement social à Paris, c'est pas mal. Je veux dire, surtout quand on n'est pas loin du métro et tout, on a accès. En plus, quand on est en logement social, en général, on a accès à toutes les infrastructures gratuitement, de type musée, équipements socio-éducatifs. Donc, on a cette population aidée qui se sent bien. Mais on a aussi une population bobo qui s'épanouit dans Paris, qui trouve super toutes ces pistes à vélo qui sont vides aujourd'hui qui pleut dans Paris, qui trouve très bien une politique, et puis il y a une politique clientéliste, c'est-à-dire que toutes les subventions pour les associations qui sont déversées, et en fait c'est une vraie économie. Il y a des nombres d'associations dont qui vivent à l'année de subventions, et ces subventions permettent de salarier des gens. Et tous ces gens-là, qui sont plus souvent issus de la gauche radicale ou indigéniste, ils votent malgré tout Hidalgo, même si on va la conchier en débat, ceci, cela, on sait que c'est elle qui finance. Et c'est d'ailleurs toute la différence qu'il y a dans un comment dire, une gérance d'une ville
par un parti de gauche qu'une gérance d'une ville par un parti patriotique ou même nationaliste. Quand le Front National prend une ville, vous inquiétez pas qu'il donne pas de sous à aucune association pour pas être suspecté d'être ceci, cela. Et il va continuer à donner, peut-être qu'il coupera certaines subventions à des associations qu'il aime moins, et encore, c'est pas dit. Et pour la droite de gouvernement, par exemple, on va ouvrir un petit peu le débat, mais Valérie Pécresse, par exemple, subventionne des associations LGBT, subventionne des associations pro-migrants. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le sketch fait à Paris autour de l'accueil des migrants et de SOS Méditerranée et toutes ces choses-là, c'est assez dangereux parce qu'en fait, le fait qu'il faille accueillir les gens et gérer les migrants qui sont là, c'est évident. Je veux dire, on ne va pas laisser les gens crever dans la rue et il faut, il faut bien faire des choses pour que ça se passe de bonne façon pour tout le monde et pour la santé publique de tous. C'est sûr que, évidemment. Mais d'un autre côté, en faire des campagnes, machin, bon, c'est aussi créer un appel d'air, et ça, Frontex le dit, hein, c'est pas moi, pour créer des dispositions demain. Et c'est surtout que ça ne fonctionne plus. Le nord de Paris, c'est calamiteux. Je veux dire, les manifestations de campements anti-migrants à Paris, c'est pas le bloc identitaire qu'ils organisaient, c'est pas le Front National, c'est des résidents qui sont pour la plupart eux-mêmes issus de l'immigration et qui disent non, mais en fait, on peut plus, il n'y a plus de place ici. Et du coup, quand vous avez des élus parisiens qui vous disent mais si, tout va très bien, tout se passe bien, non, ça ne se passe plus bien. Et ça ne se passe plus bien au premier pour ces gens qui vivent, je veux dire, le 19e, c'est un quartier qui a tout pour être sympa à la base. Vous avez les buttes de Chaumont, vous avez le parc de la Villette, vous avez le canal de l'Ourcq, ça pourrait être super le 19e. Eh ben non, ça c'est pas super parce que vous avez la toxicomanie, parce que vous avez des gens qui traînent, qui vous font peur. Je veux dire, quelqu'un qui fume du crack dans le métro, ça rassure personne, quoi. Je confirme vos propos sur le 19e. J'y ai travaillé un temps. Il y a des coins vraiment sympas. On peut même regarder des personnes jouer à la pétanque. Et puis, pas loin, il y a des toxicomanes qui peuvent vous agresser. Il y a vraiment une insécurité à Paris. Et le problème, c'est que les coins où on ne va plus, je veux dire, il y a des, peut-être pas des millions, mais il y a des milliers et des milliers de gens qui vivent dans ces coins-là et qui, justement, dès qu'ils ont une opportunité, ces gens-là partent. Tout à fait. Il y a peut-être une forme de rêve parisien pour celui qui vient s'installer dans le 19e, celui qui rêvait de vivre à Paris. Et puis, ce rêve se transforme en cauchemar. Et dans tout ça, on a quand même la sensation qu'il y a une prime à l'illégalité dans Paris. Vous êtes toxicomane, vous êtes dealer, vous êtes clandestin, la mairie vous aide, vous travaillez honnêtement, vous payez vos impôts, et ben, si vous vous faites agresser, c'est tant pis pour vous. Un peu cette prime à l'illégalité, je vous rejoins, parce que déjà, cette prime à l'illégalité, elle se ressent à plusieurs niveaux. La toxicomanie, évidemment, il faut soigner les toxicomanes et il faut les aider, évidemment. Mais en fait, moi, je suis pas médecin, donc j'ai pas d'avis défini là-dessus, mais la salle de shoot, où on laisse les dealers opérer autour en disant, bah oui, parce que si on arrête les dealers, en fait, les gens viendront plus à la salle de shoot, c'est quand même problématique. Cette salle de shoot, on y est allé pour Parivox, c'est vraiment... moi, je suis pas peureux de nature, je suis pas peureux physiquement. Hein, je veux dire, me prendre un coup de poing dans la gueule ne me fait pas plaisir, mais ne me fait pas peur. C'est-à-dire que j'aurais plus mal que peur quand je me prends un coup de poing dans la gueule, vous voyez. Par contre, à la salle de shoot, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'y suis allé de nuit, je suis tombé sur des toxicomanes qui étaient en manque de crack ou en manque d'autres produits, je sais pas trop honnêtement. Et ben ces gens-là, en fait, ils ont rien à perdre. Moi, j'ai des choses à perdre. Oui, et pas que mon porte-monnaie, quoi. Je veux dire, et puis se prendre un coup de seringue, c'est pas se prendre un coup de poing, quoi. Et, et honnêtement, ce jour-là, je me suis pas senti fier. Bon, je me suis pas liquéfié non plus, mais on regarde où on marche, on regarde les gens. Bon, moi, je suis passé. Je veux dire, j'habite pas à côté de la salle de shoot et j'ai pas mon chien à promener tous les soirs à 22h. J'ai pas mes enfants qui rentrent de l'école tous les jours et qu'il faut forcément accompagner parce que on se dit que un enfant de 12 ans pourrait très bien aller à son école, mais on ne sait pas qui va rencontrer, donc il faut forcément l'accompagner. Et donc, cette prime à l'égalité, elle existe. On peut même l'étendre au pass sanitaire, au pass vaccinal. C'est-à-dire que quand
on était sous une ségrégation sanitaire. Dans le même temps, on admet que des milliers de gens puissent rentrer dans le pays sans passe, et à Paris également. Donc il y a tout un truc qui est un petit peu bizarre. Et puis en fait, c'est un rapport de force. Si vous êtes nombreux et que vous faites du bruit, on vous laisse tranquille. Bonsoir. Alors, avant de passer au sujet du sport, je voulais vous poser cette question qui me semble fondamentale. Pour vous, cette politique menée à Paris, c'est de l'incompétence ou de la malveillance? Alors ça, c'est une grande question qu'on pourrait même étendre à la France. Je pense qu'il y a des gens qui sont fortement idéologisés dans l'entourage de la mairie de Paris. Et ces gens-là savent très bien ce qu'ils font, notamment au niveau de la politique LGBT, la politique. Et en plus, sur le LGBT, on parlait des migrants tout à l'heure. Les migrants, le grand truc, c'est de dire qu'ils sont tous victimes d'homophobie dans leur pays. Donc, c'est pour ça qu'ils restent ici. Donc, en fait, tout s'enchevêtre assez bien. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont voulues, organisées. Je pense qu'il y a, pour certaines choses, une vraie incompétence et un vrai manque de savoir. On l'a vu, par exemple, sur la réorganisation des services de la propreté. Là-dessus, c'est de l'incompétence. Et d'ailleurs, il y a Paris est un petit peu moins sale qu'il y a quelques semaines en ce moment, parce que justement, ils ont pris conscience, ils ont appris, et ils ont compris qu'il y a des choses qu'il fallait remettre à jour. Les agents municipaux à Paris ne font pas les 35 heures. Anne Hidalgo, qui était pourtant inspectrice du travail, donc normalement prompte à faire respecter le droit du travail, a fait des magouilles et s'est fait toquer par le Conseil d'État, par la Cour des comptes, sur l'organisation du travail des agents municipaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est juridique, c'est assez technique et honnêtement, je ne maîtrise pas suffisamment le dossier d'un point de vue juridique. Par contre, ce qui est intéressant à savoir sur les agents municipaux, c'est que pendant des décennies, les éboueurs étaient des gens qui vivaient dans des logements sociaux et ils travaillaient dans leur arrondissement. C'est-à-dire qu'on avait un éboueur qui vivait dans le 15e, dans un HLM, mais il vivait dans le 15e et donc il ramassait les poubelles dans le 15e. Et il allait faire peut-être le 14, 15, 16, par exemple. Et les boueurs qui ramassaient les poubelles dans le 12, 13, eh ben, il habitait dans cet arrondissement-là. Et en fait, je pense que ça, quand vous faites ce genre de politique, eh ben, en fait, les éboueurs sont forcément attachés à rendre un travail de qualité parce qu'en fait, on chie pas où on mange. Pardonnez-moi, c'est vulgaire, mais c'est-à-dire que vous respectez forcément l'endroit où vous êtes parce que vous savez, bah, cette rue, vous y passez tous les jours, vous y emmenez vos enfants à la piscine ou quoi. Donc, quand il y a quelque chose, les gens ont à cœur de le faire. Et puis il y a autre chose, il y a en fait, avec le tri sélectif qui est assez mal appliqué honnêtement dans certains arrondissements de Paris, on a décidé d'éduquer les gens. Mais en fait, on les éduque en mettant des autocollants sur les poubelles. Cette poubelle est mal triée. Et donc la poubelle, elle reste 24 heures dans la rue, 36 heures, jusqu'à ce qu'il y ait un éboueur qui dise, bon, bah, elle est mal triée, mais on va quand même la mettre dans le camion parce que sinon, elle va rester là pendant 3 jours. De plus encore. Et du coup, ça, c'est... Et puis, c'est pas en mettant des brigades de civistes pour dire aux gens, oh, cette poubelle est mal triée. Soit on fait la manière de la Suisse, et c'est-à-dire qu'en Suisse, il y a une poubelle qui est mal triée, on fouille dedans, on retrouve une quittance de loyer EDF ou autre, et puis on dit, bah, vous avez mal trié votre poubelle, ça nous a coûté tant pour le déplacement de l'agent qui a fouillé la poubelle, tant pour faire revenir 2 équipes de nettoyage. Du coup, ça vous dissuade de leur laisser une poubelle mal triée sur le bord de la route. Soit on fait ça, oui ou non, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis forcément là-dessus. Soit on décide de ramasser les poubelles et pas de les laisser parce qu'elles sont mal triées. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites stratégiquement qui n'étaient pas bonnes. Et puis surtout, toute la gestion des déchets, ces choses-là, qui étaient des compétences d'arrondissement, sont devenues des compétences municipales. Et en fait, il y avait grosso modo, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais les arrondissements gérés par la droite étaient plus propres que les arrondissements gérés par la gauche. Et en fait, on a remélangé toutes ces équipes, tous ces trucs, et ce qui fait que, bon, et surtout, on a privatisé une grande partie des éboueurs. Maintenant, plus de la moitié des éboueurs sont privatisés, travaillent pour des entreprises privées. Et à terme, l'objectif, c'est qui n'est pas dit, mais l'objectif, j'imagine en tout cas, c'est d'aller vers 100% de privé. Et en fait, plus il y aura de privé,
bon, peut-être que ça coûtera moins cher. Bah, le service de base coûtera moins cher, mais le service ne sera pas rendu comme il était rendu il y a peut-être 40 ans par les éboueurs. Donc, ça marche forcément moins bien. Et oui, donc je pense qu'au-delà de la propreté et tout, il y a des vrais problèmes d'incompétence sur certains points, mais de la compétence, on en trouve, je veux dire, des gens qui veulent travailler, et même au-delà des clivages partisans. Mais on a tellement une idéologie euh, qui est l'idéologie un peu écolo-bobo, et ben qu'en fait, on pourrit les villes. Et c'est pas que Paris, je veux dire, on voit Grenoble, euh, Bordeaux, qui vient de passer aux mains des écolos. Il y a beaucoup de villes, en fait, où il y a des bonnes idées, et puis, en fait, c'est de fausses bonnes idées. Et puis, c'est pareil, je veux dire, on n'a pas parlé du fiasco Vélib. Le Vélib, qui était une idée plutôt intéressante, après tout, de mettre des vélos libre-service en partage, pourquoi pas? Et en fait, le Vélib, le changement de contrat a été un crash industriel et qui a coûté très cher aux contribuables, parce qu'on nous dit que c'est une société privée, mais c'est des délégations de services publics, tout ça. Et puis un service qui fonctionne pas, en fait, c'est un service qui coûte et qui nécessite de mettre d'autres choses ou d'autres services derrière. Donc, au final, ouais, il y a de l'incompétence, il y a du mauvais choix, mais il y a surtout beaucoup d'idéologie et de l'idéologie qui amène à l'incompétence. Mais euh, après, c'est l'idéologie prime sur le reste, en fait. En fait, c'est comme quand on nous dit on va arrêter de dératiser, on va pour éliminer les rats. À un moment, on avait dit on va simplement leur donner des pilules contraceptives aux rats, et puis ça va se réguler. Bah, ça se régule pas comme ça. Donc, bon, il y a toujours eu des rats à Paris, hein, mais à un moment, il y avait beaucoup de rats parce que on a décidé de moins réguler ça. On a décidé de leur donner des pilules, de plus les tuer. Euh, et puis, autour de la mairie, il y a des gens qui militent pour qu'il y ait plus d'animaux de cirque, qu'on ne pêche plus dans Paris, pour interdire la pêche. Et donc, en fait, tous ces gens-là, c'est les mêmes qui, oui, il faut plus tuer les rats parce que c'est un raticide et tuer un rat, c'est quand même, bon, c'est embêtant, mais bon, les rats, mais c'est aussi source de maladie. Donc, tuer des rats, c'est embêtant, mais si c'est pour que demain, ils tuent nos enfants dans les écoles, on n'y est pas encore, mais on ne sait jamais. Je veux dire, il y a des choses où l'idéologie fait que bah, ça aveugle ces gens et ça les rend forcément incompétents. Mais je pense que le gros problème, c'est l'idéologie. Peut-être qu'ils comptent faire voter les rats prochainement, c'est peut-être ça le projet. Ben oui, 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 et puis là, ce sera un électorat captif. Hein, ils sont bien nourris, hébergés dans les meilleurs endroits de Paris. Ben, je veux dire, vous allez au Trocadéro, ben, je veux dire, on parle des fiasco Hidalgo. Comment ne pas parler de fiasco Hidalgo sans aborder le mur par balle qui a été mis autour de la Tour Eiffel? Donc déjà, c'est-à-dire que il n'y a plus aucune frontière autour de la France, mais il y a des frontières partout dans Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un, bon, je vais prendre un anglicisme, pardonnez-moi, mais un checkpoint, un point de contrôle, des barrières. Vous allez dans tous les marchés de Noël et trucs. Et ça, c'était bien avant le Covid. C'est-à-dire que où qu'on aille maintenant, il y a un barriérage, c'est clôturé, c'est cela. En fait, les frontières sont partout, sauf à celle du pays, donc quelque part. Je veux dire, et puis, mais ce mur est affreux et atroce. Je veux dire, c'est dégueulasse, quoi. Et, euh, et puis, en plus, ça n'empêche pas les vendeurs à la sauvette, tout ça. Mais, je veux dire, tout est une farce, en fait. C'est l'apparence et de la mauvaise apparence. Alors sur la partie politique, ça sera le mot de la fin. Passons maintenant à la partie sport. Que pensez-vous de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024? Et puis juste après, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale contre le Real de Madrid? Bon, on va commencer sur les JO. Alors, pour les Jeux Olympiques, quelque part, les JO à Paris, c'est une belle histoire parce que c'est le retour des Jeux Olympiques modernes, tout ça. Donc, on ne peut pas rayer d'un coup les JO en disant que c'est de la merde. Mais quand on s'y intéresse un peu, c'est compliqué. Les JO, ça va être un endettement pour la France, l'Île-de-France et la ville de Paris qui vont être encore monumentaux. Et il y a des vrais problèmes autour des JO. Comment on va pouvoir créer et entretenir des infrastructures de transport alors qu'actuellement, on a déjà des transports, notamment les RER,
et certaines lignes de métro qui sont saturées et qui ne fonctionnent pas. On sait que tous les travaux du dit Grand Paris ont pris du retard et que certaines choses qui devaient être prévues pour 2024 ne seront pas prêtes. Bon, Charles de Gaulle Express, dont nous annonce l'arrivée depuis des années, ne sera jamais prête pour les JO. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où ça va être très compliqué. Paris va être encore plus bétonné, c'est-à-dire que le peu d'endroits où il restait de la verdure, alors là, je ne parle pas de Paris même, mais plus de l'approche couronne, notamment la Seine-Saint-Denis, autour de Saint-Denis, l'île Saint-Denis, tout ça, Aubervilliers, on va supprimer les derniers points de verdure qui restaient dans ces coins-là. Et des points de verdure, d'ailleurs, qui étaient souvent laissés à l'abandon, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, c'est quand même dommage. Et ces JO sont encore une fois idéologiques. Je sais que ça va être ma marotte aujourd'hui, mais quand on choisit le breakdance comme sport, parce que chaque organisateur peut proposer un sport qui sera aux Jeux Olympiques en test, et si le sport plaît au CIO et aux pays membres des Jeux, le sport est adopté et on le garde pour les prochaines Olympiades. Et ben donc la France a proposé, Paris 2024 a proposé le breakdance à la place, par exemple, du karaté, ou même en étant très chauvin et bon, très peu parisien, la pétanque, où on aurait pu avoir des chances de médaille. Donc les JO, et je sens qu'en plus ça va être une vitrine de la bien-pensance républicaine, ça va être chiant à mourir, quoi. En fait, même ce qui pourrait être sympa dans les JO, ils vont réussir à nous le gâcher. Je sens, je prédis une cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux, mais je sens des trucs lénifiants. Ça va être la grosse propagande du vivre ensemble, tout ça. Le sport va être mis au second plan totalement. Et là, je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu ce qui est projeté pour faire la cérémonie d'ouverture. Honnêtement, c'est un projet de malade mental. Descente de toutes les équipes sur des péniches ou des bateaux-mouches sur la Seine face à Notre-Dame et tout. Franchement, ça a de la gueule. Quand je vois ça, je dis waouh. Mais quand on va voir ce qu'ils vont mettre dedans et ce que ça va représenter, ça va être terrible. Pour faire un petit écart, actuellement, on sait qu'il y a les Jeux paralympiques. On a interdit aux athlètes russes de venir aux Jeux paralympiques. Bon, si même dans le sport, on n'arrive pas à dialoguer, faire de la diplomatie dans les endroits qui sont censés être l'endroit pour le faire, demain, JO 2024, je veux dire, si on n'a pas toutes les délégations, je veux dire, même si demain, la Chine est en guerre avec un de ses voisins, il faut que ces deux pays soient là, justement, parce que le sport, c'est aussi ce message de paix. Alors oui, c'est crétin de dire ça, c'est un peu béni, oui, mais on sera les premiers à dire non, tel pays ne peut pas venir parce que la France est le pays de ceci, de ça. Alors que c'est très con, en fait. Je veux dire, on n'a jamais interdit aux États-Unis dans aucune compétition quand ils ont bombardé la moitié du Moyen-Orient. Et en fait, ça va être encore une tarte à la crème droit de l'homiste, certainement une propagande LGBT à fond. Et en fait, c'est dommage parce que le sport sera bien secondaire. Et ma grande question pour les Jeux Olympiques, c'est comment on réussira à offrir le JO aux Franciliens, en fait, parce que ces jeux, c'est super, mais comment la billetterie va s'organiser pour que les Franciliens puissent voir à des tarifs accessibles des compétitions, et puis pas des trucs dont tout le monde se fout, quoi. Petit commentaire de ma part, je pense que si on veut gagner quelques médailles, il faut virer les Américains, les Chinois, les Russes, à peu près tout le monde. On organise ça entre Français, on est sûr d'avoir les médailles d'or. Voilà, on fait les pays baltes, la France. Voilà. Après, on peut inviter Monaco et la Suisse. Bon, les Suisses nous prendront quelques médailles parce qu'il y a quelques athlètes, mais C'est vrai que normalement, les Jeux Olympiques, c'est le moment de la trêve. Et là, encore une fois, c'est pas respecté. Le sport oui, est pris en otage. c'est très triste parce que le sport est pris en otage, les athlètes n'y sont pour rien. En plus, les athlètes, très souvent, sont bien plus progressistes que les hommes politiques en place. Et en fait, ça aurait pu être le moment de voir des gestes. On aurait pu voir un Russe qui dit stop à la guerre. Et donc, tout le monde aurait applaudi en plus. On aurait pu voir un podium avec un Russe et un Ukrainien. Et en plus, c'est des pays qui sont liés avec souvent des grands-parents des deux côtés de la frontière. On aurait pu les voir s'enlacer.
on aurait pu voir, c'est des images à la con, mais ça aurait été très télévisuel, ça aurait plu à nos médias en plus. Mais là, maintenant, on n'est même plus là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, on les fout dehors. C'est très dommage. Et en plus, bon, là, on s'écarte vraiment de nos sujets, mais si même dans les moments où on peut se parler et faire la paix et tout, on ne le fait pas. Des moments où il n'y a pas d'enjeu, bah si, il y a un enjeu, c'est une médaille, mais on ne parle pas de vie et de mort de gens, on parle de médailles. Si là, on ne le fait plus, comment et quand est-ce qu'on va le faire pour des choses vraiment sérieuses et dangereuses? Donc ça, c'est inquiétant. Mais parlons du PSG. Donc le PSG, c'est désespérant. C'est un club qui est maudit. Un club que j'ai bien connu, hein, j'essaie de supporter toujours. Mais en fait, le PSG, c'est le condensé de ce qu'est la ville de Paris. Un amusement, un vernis qui est alléchant, mais derrière, il n'y a rien qui tient. Et ce club, en fait, qui est détenu par le Qatar, ça continue à être ce condensé. C'est-à-dire que le Qatar possède énormément de choses à Paris, a des actions dans énormément de sociétés, de Thales, le Tanner, Printemps, une série d'hôtels, une galaxie. On a fait un article là-dessus sur Paris Vox, je vous invite à aller voir. On avait fait une émission de radio, le Qatar à Paris, très dense. Le Qatar est partout à Paris, avec une influence assez dingue. On parle même d'une influence du Qatar jusqu'au choix des expositions au château de Versailles. Jeff Koons au château de Versailles à l'époque, on le fait en se disant ça plaît à la princesse du Qatar. A priori, ça lui plaisait pas tant que ça, mais on croyait que ça lui plaisait, donc on l'a fait. Et comme ça, elle va financer cela. Le PSG, ben, c'est oui, un empilement de joueurs, un empilement d'argent. Bon, après, tout n'est pas acheté au PSG actuellement. Il faut être honnête. La formation sort des joueurs, donc qui ne jouent pas forcément sur le club, mais sort. Bon, après, l'Île-de-France, je pense que l'Île-de-France doit être le plus grand vivier de footballeurs au monde, même devant Rio de Janeiro, je pense maintenant, parce qu'il y a quand même un nombre de joueurs qui sont issus d'Île-de-France partout en Europe et dans le monde qui est assez hallucinante. Et puis, il n'y a pas que le PSG. À côté de ça, il y a l'autre club de football parisien, qui est le Paris FC, qui, lui, n'est pas sous perfusion des subsides du Qatar, mais qui dépense son argent de Vinci, bon, pourquoi pas, et du Bahreïn. Donc, le Bahreïn, c'est un petit émirat, pour les gens qui ne connaissent pas, du Moyen-Orient, qui est plus ou moins affilié à l'Arabie Saoudite et qui est en guerre chaude, froide avec le Qatar, bah, plutôt froide que chaude, mais avec des relations diplomatiques très compliquées du moins. Et du coup, en fait, on est dépossédé de tout, quoi. Nos deux clubs parisiens sont sous pavillon étranger. Bon, c'est un peu triste. Sachant que ça n'avait pas commencé avec le Qatar, puisque avant le Qatar, il y avait une colonie capitale, c'est ça, c'était les Américains qui détenaient Paris Saint-Germain. Bah, le PSG, bon, si on peut parler du PSG, le PSG a toujours été un club bling-bling et bon, déjà, sa fondation, pour revenir rapidement dessus, Europe 1 lance une émission, il faut un club de foot à Paris, et du coup, le club est créé. Bon, dès le début, dans les premiers dirigeants, on peut parler de Francis Borrelli, tout ça, Daniel Echter, c'était des gens qui avaient réussi dans la mode, dans la publicité, c'était assez bling-bling. Le PSG a toujours été bling-bling. Après, on a eu Canal+. Alors Canal+, bon, le royaume de la bien-pensance et de la boboïtude, je pense. Et après, donc Colonie Capitale, qui était à l'époque, dont le président était à l'époque Sébastien Bazin, qui est aujourd'hui le patron d'Accor. Accor où siège au conseil d'administration Nicolas Sarkozy, supporter du PSG. Bon, il y a toujours des connexions, des liens. Lisez Féo Documents, ils vous expliqueront ça mieux que moi et ça vous permettra de faire des ramifications et des liens logiques entre tous ces gens et tous ces milieux de pouvoir. Le PSG, c'est un acteur du pouvoir central à Paris. Parce qu'en fait, vous avez un club, vous avez un rayonnement, vous avez une puissance médiatique intéressante, ce que les Américains appellent le soft power, vraiment ce pouvoir de charmer les gens. On ne fait pas que la guerre avec des fusils, on la fait aussi avec les médias, avec une influence culturelle. Et le PSG s'inscrit là-dedans depuis sa création au final. Donc le Qatar est là-dedans.
Malgré tout, ils ne font pas tout mal sur le respect des légendes, tout ça. Alors, il y a souvent des critiques là-dessus. Je trouve que le PSG actuellement euh, reçoit beaucoup plus ses anciens joueurs qu'à l'époque où elle le faisait avec Colonie Capital ou à la fin de Canal+, où le club avait été totalement mis à l'abandon. Euh, Après, bon, il y a mille choses à dire. Je veux dire, les pétromonarchies sont un vrai danger. Je veux dire, il y a eu des livres là-dessus, chez Noumal Bruno sur les liens du Qatar, euh, très intéressant. Et même l'action de Charity Business, il y a beaucoup de choses à dire sur le Qatar, au-delà du PSG. Et en fait, les désillusions sportives du PSG, elles font rire ou pleurer selon à qui s'y intéresse, mais ce qu'il y a derrière est bien plus inquiétant et, à mon sens, bien plus grave que les simples échecs du club. Mais bon, ces échecs, après, bon, on finira dessus, mais s'explique assez facilement. Je veux dire, on construit pas sur du sable. Et en fait, c'est un peu ce que fait le PSG. La pyramide inversée, on empile les vedettes, on empile les noms. Et puis, on ne laisse pas forcément les bonnes personnes décider au bon endroit. Mais bon, c'est après, depuis que le Qatar est au PSG, le club a remporté de nombreux titres, a joué une finale de Coupe d'Europe. Tout n'est pas acheté non plus, mais clairement, les moyens de penser expliquent ces titres en grande partie. On peut pas même parler de dopage financier, parce que c'est assez impressionnant l'argent qui a été investi. Mais je veux dire, c'est un jouet, le PSG est un jouet et un outil d'influence. Ouais, c'est vraiment un outil d'influence, un outil d'influence. La Corbeille au Parc de Princes, donc la Corbeille, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un peu au Parc des Princes, c'est le lieu des personnes, des personnalités importantes. Ça a toujours été de tout temps un endroit qui était disputé. Et ben actuellement, et depuis que le Qatar est là, mais même pour des matchs qui n'intéressent personne, il y a une lutte d'influence sur comment on fait le plan de table, comme on pourrait dire, hein. Qui s'assoit où, avec des liens business, politique. Le PSG est un vrai moteur d'influence. Et c'est pour ça que dans son entourage, tout le monde gravite autour. On espère quand même que le PSG va se ressaisir sur le plan sportif afin que Kylian Mbappé ne demande pas l'asile à Madrid. On aimerait bien le garder quand même. Ben oui, oui, non, mais en plus, ce serait une belle histoire. Il est né à Bondy, tout ça. Et après, bon, on verra bien. Bon, on verra. Je suis je pense qu'il partira, mais bon, on verra. Bon, et espérons qu'il reste. Et puis pour terminer, est-ce que vous pouvez conseiller quelques endroits à visiter à nos auditeurs sur Paris? Ben, grand plaisir. Alors, moi, je suis un vrai amoureux de Paris, je tiens à le dire, mais d'un Paris qui n'existe peut-être plus ou qui tend à ne plus exister. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est de vous perdre dans Paris. Marchez et perdez-vous. Mais perdez-vous la tête en l'air en regardant quand même le trottoir pour pas marcher sur les merdes de chiens, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il faut se perdre, il faut regarder toutes ces petites portes, toutes ces plaques. Dans toutes les rues, on a des plaques, des gens qui ont vécu, qui sont morts. Et ça, c'est toujours marrant et intéressant. Vous pouvez même vous accompagner de petits livres lors de ces marches. Vous avez le guide du Paris secret, qui existe en 1 ou 3 tomes. Donc, vous allez l'acheter un certain prix sur Internet, mais chez les bouquinistes, vous allez le trouver pour quelques euros. Et c'est un super compagnon de voyage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à Paris a des églises partout. Et je vous conseille de pousser les portes de ces églises. Certaines sont des vraies pépites. On a une église en bois dans le 19e arrondissement qui est très peu connue. On a Notre-Dame du Travail qui a été réalisée et construite pour les ouvriers qui faisaient le chantier sur la Tour Eiffel à l'époque. On a l'église de Saint-Germain-des-Prés qui vient d'être rénovée pour 9 millions d'euros et qui a des peintures comme c'était à l'origine en 1543. Et c'est magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. Un travail d'artisanat et d'excellence. Donc, je vous invite à y aller. Et surtout que nos églises à Paris
qui dépendent de la mairie sont toutes dans un état désastreux, un état avancé. Donc, on en rénove quelques-unes de façon exceptionnelle et beaucoup d'autres sont en décrépitude. Donc, allez les visiter avant qu'elles soient en décrépitude totale. Après, c'est un peu tarte à la crème et c'est un peu concon, mais je vous invite à visiter nos grands musées parisiens. Oui, le Louvre, c'est exceptionnel. Le musée d'Orsay, c'est très beau. Alors, c'est un peu con de le dire, mais même les Invalides. Je veux dire, on a quand même des très grands musées. On a une chance d'avoir ces musées parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Et en fait, euh, il ne faut pas hésiter à pousser ces portes de musées. Le musée Carnavalet, qui est le musée d'histoire de la ville de Paris, vient d'être rénové avec encore une touche idéologique, une touche un peu woke. Bon, les chiffres romains ont disparu au profit des chiffres arabes sur donc Louis XVI, maintenant c'est Louis I-6. Bon, c'est-à-dire qu'on parie quand même sur le déclin de l'intelligence pour les futures années. Bon, c'est un peu dommage, mais il y a quand même de très belles choses à voir au musée. Donc ça, je vous invite à faire ça. Je vous invite également à vous promener le long des quais de Seine. Et le long des quais de Seine, quand vous arriverez au Pont-Neuf, vous verrez l'endroit où Jacques de Molay a été comment dire, tué, Brûlé vif. brûlé vif, exactement, sous le Pont-Neuf. Donc ça, c'est des petites choses comme ça. Donc c'est des visites un peu marrantes façon de parler. Je vous invite également à aller au bois de Vincennes, que je trouve personnellement très beau, où on peut voir notamment des pagodes qui sont assez insolites à Paris. Et pour finir, je conseillerais plusieurs choses. Les arènes de Lutèce, qui sont, avec les termes de Cluny, des choses dans notre plus longue mémoire parisienne. La place des Vosges, qui est très belle avec ses maisons en briques, tout ça. Et à la place des Vosges, vous avez la maison de Victor Hugo, donc un musée qui est gratuit d'ailleurs. Seulement les expos temporaires sont payantes. D'ailleurs, il faut savoir que tous les musées qui dépendent de la ville de Paris sont gratuits. Donc les grands musées nationaux tels que le Louvre, Orsay, tout ça sont payants, mais vous avez plein de musées gratuits à Paris, le musée des Arts Asiatiques, le musée Guimet, la maison de Victor Hugo, il y en a énormément, il y en a une dizaine, le Petit Palais, et en fait, faites-les, ils sont gratuits, donc faites-les. Et puis surtout, vu que c'est gratuit, vous pouvez décider de rester 10 minutes dedans et de revenir le lendemain, comme vous pouvez y rester 3 heures. Donc ça, c'est pas mal. Et je finirai par deux endroits, pardon. Le point des routes de France devant Notre-Dame de Paris. Alors ça se visite pas vraiment, mais devant Notre-Dame de Paris, on a une plaque avec un petit, je sais pas, un petit boulon scellé dans le sol avec marqué une rosace, point zéro des routes de France. Et en fait, toutes les routes de France démarrent ici. Donc quand vous allez, vous regardez dans un GPS ou quoi, et que vous dites, bah, ça c'est à 200 km de Paris, et ben ce 200 km il est calculé devant Notre-Dame. Donc ça c'est assez marrant, tout le monde ne le sait pas. Et donc c'est à voir, mais c'est un gimmick. Et puis profitez-en pour aller saluer les bouquinistes autour, il y a toujours des trucs sympas. Et le dernier truc que je veux conseiller, c'est d'aller visiter le cimetière du Père-Lachaise et notamment se recueillir pour les communards qui, qui sont morts là et qui disaient quelque chose qui me parle. Bah, merci beaucoup, Jean et Ernest. Je rajouterai un petit conseil. Visitez aussi et achetez chez nos libraires. Et je Ah ben ça, pense... c'est évident. ouais. C'est les libraires. Il y en a quelques-uns sur Paris. Il y a Vincent, la librairie Vincent, Tout à qui est fait. avenue du Bourdonnais. On a la librairie française qui est rue Auguste Bertholdi. Vous avez la nouvelle librairie qui est rue de Médicis. Vous avez la librairie Duquesne. Vous avez la librairie Notre-Dame de France, qui est devenue artisanat monastique, mais qui a quand même toujours quelques livres. Il y a quelques très bonnes librairies à Paris, il faut les soutenir. En plus, ils sont tous sur des créneaux un peu différents. Il y en a qui sont plus droite, un peu libérales, d'autres qui sont plus nationaux, catho, d'autres qui sont plus... il y a de tout. Et donc, soutenez ces libraires, ils ne vendent pas tous les mêmes livres. Et puis surtout, ça c'est un petit tip, c'est un petit tuyau que je vous donne, c'est en fait, personne n'a besoin d'un livre du jour pour le lendemain, ou de façon très exceptionnelle, très rare. Donc, déjà, c'est une très bonne raison d'oublier d'Amazon. Qui a besoin de recevoir son Amélie Nothomb demain? Personne. Réponse, personne. Qui a Qui a besoin de besoin de recevoir recevoir son Harry Amélie Potter? Le Temps tout court.
admettons, mais je veux dire, pour les gens qui aiment ça, même si c'est pas forcément ce que je lirais, pourquoi pas? Eh ben, ce Amélie Nothomb, vous allez chez Vincent à Nuit de la Bourdonnais, il n'a pas Amélie Nothomb. Mais si vous dites, Vincent, tu peux me commander Amélie Nothomb? Eh ben, il va vous le commander. Alors, il va peut-être le recevoir 3-4 jours après, et ça vous obligera à revenir. Mais déjà, ça lui fera une visite avec des gens sympathiques, et il aime ça, et nous aussi. Et il peut vous le commander, et puis, en fait, la part libraire, c'est lui qui la prend, et ce ne sera pas la FNAC ou Amazon. Donc, n'hésitez pas à acheter, c'est pour ça que je prenais l'exemple d'Amélie Nothomb, c'est que n'hésitez pas à acheter tout type de livres chez des libraires qui sont amis, en fait. Ils peuvent vous les commander, et les gens qui lisent beaucoup ont généralement une pile de livres qui les attendent, et donc, ils peuvent même attendre 3 semaines pour recevoir le livre, parce qu'ils n'auront pas lu la pile de livres qui les attend. Donc, il n'y a pas d'excuse, quoi. Je veux dire, il faut soutenir nos libraires. Je veux dire, une librairie à Paris, c'est un sacerdoce, parce que c'est pas se verser un gros salaire. En fait, vous payez déjà, vous travaillez déjà pour payer votre loyer, quoi. On parlait des loyers tout à l'heure. Le premier poste de dépense d'un libraire à Paris, c'est le loyer. Je veux dire, c'est hallucinant. Donc, soutenez nos libraires. Tu as totalement raison. Soutenons nos libraires. Il y en a quelques-uns, tous dans leur genre. Ils vendent des choses différentes. Il y a des séances de dédicaces très régulièrement sur Paris. Je veux dire, on a certaines semaines, il y a 3-4 séances de dédicaces dans les librairies parisiennes, avec des auteurs qui sont plus ou moins proches de nos idées parfois, mais allez-y, quoi. Je veux dire, on a quelques éditeurs qui se bougent le cul. Faut vraiment soutenir ces gens-là. Parfait, ça sera le mot de la fin. Soutenons nos libraires, soutenons nos artisans et essayons de rendre la ville de Paris chaque jour un peu plus belle. Jean et Ernest, je vous remercie de l'entretien que vous m'avez accordé et j'espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir. Moi, je tiens à vous remercier déjà pour cette invitation, à vous encourager à continuer. Sur un passage récent de Magazine Zéro, je disais, c'est des mecs qui en veulent, et je confirme, vous en voulez, et c'est bien. La vérité est un travail long, est un travail dur, est un travail qui nous coûte en temps, qui nous coûte en rapport humain. Et ça, on se fâche forcément avec des gens en cherchant la vérité. Et je sais que vous avez le courage pour mener ça, et ça, c'est très, très, très précieux. Parce qu'en fait, chercher la vérité, c'est bien. Vouloir la dire, c'est courageux. Et donc, je vous invite, pas je vous invite, je vous remercie, et voilà, continuez, bravo, continuez. Et les gens qui nous écoutent, là, si actuellement, lorsque vous écouterez, peut-être que le compteur de la vidéo affichera 5 vues. Ben, si chacun de vous partagez cette émission, eh ben, on sera peut-être à 500, 1000, et demain 10 000. Le but, c'est pas d'atteindre 1 million de personnes. Le but, c'est de toucher des gens à qui vous savez que ça pourra plaire. C'est le même principe pour toutes les émissions. Les Dystopia commencent à faire des émissions sur différents thèmes. Vous savez que cette émission, là, on a parlé du PSG un peu en déconnant, on a parlé un peu des Jeux Olympiques. Vous avez forcément un ami qui ne s'intéresse pas forcément trop à la politique, mais ce côté sur les JO, le PSG, il sera peut-être pas d'accord avec moi, mais tant mieux qu'il ne soit pas d'accord, qu'il le mette en commentaire de façon polie et respectueuse. Mais on est là pour s'engueuler. Je ne dirais pas forcément une vérité universelle, omnisciente. Mais ce qui est certain, c'est que si vous partagez cette vidéo à quelqu'un qui est peut-être un peu moins avec vous, vous l'éveillerez comme ça. N'ayez pas peur de ce que vous pensez, n'ayez pas peur d'éditeurs en relayant ces émissions. Mais en les relayant de façon ciblée, ne mettez pas simplement ça sur un mur Facebook ou Twitter en disant j'ai partagé. Non, un partage, c'est personnalisé. Vous l'envoyez à un ami en disant cette émission te plaira pour telle raison, je t'invite à l'écouter. Quitte à ce que toutes les émissions ne soient pas écoutées en intégralité, mais incitez vraiment, et pour tous les contenus, le travail que vous faites, le PDF de Dystopia, c'est un boulot, je pense, j'estime, tu me diras peut-être autre chose, mais c'est, je pense, une dizaine d'heures à 25 heures de travail pour 1, 2, 3 personnes. Chacune, une dizaine d'heures minimum chaque semaine. Et ben, ça mérite un petit partage personnalisé par mail à sa maman. Tiens, maman, regarde tel mail, tel truc. Voilà, chers auditeurs, c'est aussi les relais, c'est ce qui nous font vivre. On ne demande pas de sous, on est tous bénévoles là-dedans. Donc, ce qu'on vous demande, c'est des relais, parce que c'est ça qui fait que, au final, on gagnera. Amen, et comme le disait Chalgomi,
Mais je peux pas vous dire plus.